Bonjour à toutes et tous. La FSU Occitanie est ravie de vous accueillir pour cette heure que nous allons passer ensemble pour échanger sur les sujets liés à l'indemnisation. Voilà. Donc, je me présente, Alexandra Nougaret, je suis déléguée syndicale pour la FSU Emploi Occitanie. Christelle Lara, je suis déléguée syndicale pour la FSU Emploi Occitanie. Je suis élue au CSE Occitanie et au CSEC, Comité social économique central. Bonjour, Nicolas Lager, je suis avant tout GDD et élu au CSE pour la FSU Emploi Occitanie. Il nous a semblé important de pouvoir échanger avec vous parce que vous êtes quand même les grands oubliés de l'établissement depuis fort longtemps et plus particulièrement depuis la loi LPE. Donc, ça nous semblait voilà, intéressant d'échanger avec vous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir dérouler la feuille de route de l'indemnisation et bien évidemment, vous pouvez utiliser le chat pour laisser vos commentaires, les questions, bien évidemment, au fur et à mesure et on prendra un temps pour y répondre directement. Après, n'oubliez pas qu'à la fin de notre direct, vous pourrez revoir le replay si vous en avez envie, mais surtout et essentiellement, le faire partager auprès de tous les collègues qui n'ont pas pu être là cet après-midi. Voilà. Donc, comme je vous le disais en introduction, en fait, il nous semblait important de pouvoir échanger avec les agents de l'indemnisation, parce que c'est quand même les grands oubliés de l'établissement avec la loi LPE, mais plus particulièrement aussi avec la feuille de route de l'indemnisation. On voit bien que la part est quand même assez minorée. Et pour celles et ceux qui ont eu la chance et le privilège d'avoir l'obligation de suivre le webinaire national du 12 mars, aucune parole n'ont été prononcées à l'encontre des personnels de l'indemnisation. Et ça, pour nous, c'est une faute considérable de notre établissement. Donc, on a questionné la direction sur cet état de fait qui n'a pas amené, bien évidemment, de réponse. Mais ça nous semble important, nous, de vous mettre au centre des discussions parce que la mission de l'indemnisation est au cœur du fonctionnement de notre établissement et donc essentielle dans le cadre de l'accompagnement de nos usagères et usagers. Voilà. Donc, on va consacrer plus de 10 minutes à ce que l'établissement offre aux agents indemnisation en ayant cette heure d'échange avec vous. Voilà. Donc, pour nous, l'indemnisation, comme je vous le disais, est au cœur de la stratégie de l'établissement parce que un usager, une usagère, demandeuse ou demandeur d'emploi sera à même de se projeter sur un accompagnement s'il sait à quelle hauteur il va être indemnisé et qu'il aura eu les renseignements sur le traitement de son dossier. Donc, pour nous, c'est primordial. Donc, voilà pourquoi on a tenu à vous avoir avec nous aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas suffisamment de vous. Les réunions de service sont aussi essentiellement consacrées au placement et pas suffisamment à l'indemnisation. Et les seuls temps que vous avez, c'est quand il y a des démultiplications ou des arrivées de CAC où on va vous réunir pour qu'on puisse vous parler de ces évolutions-là. Mais au quotidien, au final, on se demande toujours pourquoi vous n'êtes pas à nos côtés, alors que tout est lié et on le voit bien évidemment au quotidien, l'essentiel que vous portez pour rendre les services à tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour vous. Voilà, c'est vous rendre visible au sein de notre établissement et pour la FSU Emploi qui, apporte votre voix au niveau des instances représentatives du personnel. Hein. La FSU Emploi Occitanie, la première organisation syndicale en Occitanie. Donc, nous sommes fort nombreuses et nombreux au CSE à porter votre voix. Donc, c'est essentiel pour nous de pouvoir directement échanger avec vous pour qu'on puisse mieux vous défendre aussi quand nous rencontrons notre direction régionale. Voilà. Donc là, on va passer sur la feuille de route et donc ce qui vous attend, ce qui nous attend sur l'année 2026 et un petit peu de 2027. Et au fur et à mesure, n'hésitez pas à commenter et à participer à cette session qui vous est avant tout consacrée. Voilà. Donc, je passe la parole à Christelle pour aborder la feuille de route. Oui, merci. Alors si vous voulez bien, on va procéder de la manière suivante. On va, sur chaque chapitre, vous allez voir, donc là, c'est sur le chapitre 1, donc la feuille de route un peu expliquée. On va vous proposer de mettre vos observations dans le chat si vous le souhaitez et à chaque fin de chapitre, on aura un échange avec vous de questions-réponses, au fil de l'eau, afin, du coup, d'essayer de répondre aux interrogations que vous avez. Alors, sur le contexte, la feuille de route indemnisation, donc cette feuille de route, elle a été
dérouler à l'issue d'une nouvelle convention de 3 ans, l'idée étant de dérouler et de déployer la loi plein emploi sur laquelle vous avez vu, et Alexandra l'a dit, l'indemnisation est quand même la partie congrue, la moins développée, et pourtant elle est l'un des axes majeurs en fait de nos missions. Cette feuille de route, elle va se dérouler autour de 4 grands piliers: l'automatisation et la dématérialisation, ça vous vous en apercevez tous les jours, les trop perçus, la lutte contre les non-recours et l'accompagnement du CRI, du conseiller référent indemnisation, qui est la grande marotte du moment. Tout au long justement des slides suivantes, on va développer un peu ces champs-là. Juste vous dire en quelques mots ce que ça recouvre. Sur l'automatisation et la dématérialisation, l'idée, c'est de fiabiliser les liquidations provisoires et les automatisations. Et ça, vous allez voir, il y a aussi une nouveauté le 20 avril qui va se mettre en place, là encore, sur de l'automatisation justement de versement de droits. Le développement des RPA, l'automatisation et la dématérialisation des DAL, bien sûr, mais aussi des saisies à tiers détenteurs, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes de tension, et on y reviendra tout à l'heure, particulièrement avec Nicolas. L'amélioration des corrections des irritants, bon, là, on a envie de dire, il était temps. Sur les DSN, l'idée, c'est de renforcer la qualité de la transmission des données pour avoir une fiabilisation des éléments. Et sur les flux et les échanges interorganismes, c'est de stabiliser les échanges d'informations de sorte à ce que l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse payer mieux les demandeurs d'emploi et ne plus avoir de problématiques de contradiction entre nos différents systèmes informatiques. Sur les trop perçus, là encore 4 grands axes: la simplification et la digitalisation, ça bien sûr, et on y reviendra aussi avec la possibilité des e-paiements et les TPE qui pourront se faire directement sur site. La mise en œuvre des pistes de rupture avec un décalage de l'actualisation. Donc ça, concernant l'actualisation, d'ailleurs, on a une petite actualité. Vous avez vu, les paiements ne sont pas partis. Là, le 1er, nous sommes le 2. Ils vont être déclenchés dans la journée, mais ils seront en date de valeur du 7. Donc, pour toutes et tous qui allaient être confrontés à ces situations, probablement dès demain à l'accueil, normalement, vos directeurs de site et vos référents métiers ont eu l'information là, dans les minutes qui précèdent, et sont censés vous faire redescendre cette information dans la journée. Des attestations seront disponibles pour les demandeurs d'emploi et les demandeuses d'emploi qui en feront la demande. Voilà, donc ça, c'était pour la petite parenthèse actualité. Sur la modernisation du SI des trop perçus, bien sûr, c'est un des axes forts. Et sur le plan d'action spécifique pour la prévention des trop perçus, là, vous allez voir les différentes expérimentations ou tests, puisqu'on appelle ça des tests, vont sur une plateforme qui va prendre en charge tout ou partie du sujet. La lutte contre les non-recours, on est censé tous mener nos missions dans ce but-là, en faisant en sorte que finalement toutes les demandeuses et tous les demandeurs d'emploi puissent avoir leur juste droit payé au bon moment. Et c'est justement ce qui fait notre cœur de métier et de nos missions. Et donc, c'est l'axe qui va justifier, malheureusement d'ailleurs, toutes les dérives par ailleurs. Mais cet axe-là, c'est bien celui sur lequel on est malgré tout investi. Donc, c'est améliorer l'information des usagères et des usagers, l'automatisation des notifications. Donc ça, on voit bien qu'avec ce système-là, on va avoir aussi quelques écueils. L'amélioration des simulateurs et la dématérialisation des parcours usagers auprès des IPR. Bon, sachant que pour la région Occitanie, malheureusement, on fait le constat que les IPR semblent être bloqués actuellement, sans qu'on ait tellement d'explications sur le sujet. Le dernier axe et le dernier levier, le dernier grand chapitre qui concerne cette feuille de route indemnisation, c'est l'accompagnement du CRI, puisqu'on est toutes et tous censés aller vers le conseiller référent indemnisation, avec la refonte de MAP et la mise en place de MAP indemnisation, avec les nouveaux écrans, la gestion des affectations des portefeuilles et l'intelligence artificielle qu'on développera un peu plus après, qui est censée faire des gains d'efficience et donc censée faciliter la vie à tout le monde et faire gagner du temps à tout le monde. Je passe la parole à Nico pour les parties pratiques. Ouais,
pourrez voir sur le document qu'on a mis en rouge et en vert ce qui a été annoncé dans un premier temps au webinaire national et puis dans un second temps au COMEX en direct de Carmo le 18 mars. Donc, lors des prises de parole de la direction, très peu de temps a été consacré à l'indemnisation et au métier de la gestion des droits. Ça, on a pu tous le constater, enfin, ceux qui les ont visionnés en tout cas. Je vais commencer par le webinaire national du 12 mars. C'est 10 minutes montre en main sur la GDD, dont presque la moitié en plus où il nous parle du creux. Bon, très bien. Le COMEX du 18 mars, c'est pas vraiment mieux. On nous informe quand même sur 3 points. MapIndem, la mise en place par une expérimentation qui est déjà en place depuis 2025 et qui va se développer qui va intégrer toutes les agences à partir du second semestre. Donc MapIndem, pas MapInfo. MapInfo n'existe pas. Donc, si c'est un outil qui fonctionne correctement, ça devrait potentiellement nous permettre d'avoir un maximum d'éléments sur Map, ce qui est absent aujourd'hui. La deuxième info, c'est que les dalles automatiques vont être créées dès que le SI, donc l'IA en l'occurrence, détectera un passé professionnel suffisant, donc avec une AFI minimum 5 ou 6 mois, ça on ne sait pas. On a vu que l'AFI pour les primos passait à 5 mois, ou alors les primos en tout cas les demandeurs d'emploi qui n'étaient pas inscrits depuis plus de 20 ans. Donc, à voir comment l'IA détectera, si c'est 5 ou 6 mois. Et le troisième point évoqué par la direction lors de ce COMEX concernant les fraudes, donc il va être engagé un travail sur la fraude sous l'égide du service fraude, avec l'appui de la plateforme et des référents fraude en agence. Par contre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez eu des informations sur les fraudes et sur la fraude à la résidence, pardon. C'est surtout ce point-là qu'a évoqué le directeur adjoint, la fraude à la résidence. Moi, sur mon agence, par exemple, on n'en a pas du tout discuté, que ce soit nos référents métiers ou nos responsables d'équipe. Le sujet n'est pas venu sur la table. Donc, ça serait intéressant d'avoir vos retours à vous, voir si vous avez pu déjà évoquer cette fraude à la résidence en agence avec notamment les référents fraude. Je vais revenir aussi sur les séminaires GDD que je pense on a tous fait. Alors pour avoir croisé avec d'autres collègues d'autres territoires, on a eu tous le même support avec tous et toutes les mêmes sujets. Donc on a vu un séminaire très technique à destination donc des CRI, centré, on l'a vu, sur la gestion des trop perçus, sur les règles liées à la retraite, l'utilisation des outils métiers. Surtout, on a vu qu'il visait à rappeler les procédures, sécuriser les pratiques, ça on l'a bien compris, et améliorer le suivi des dossiers. Bon, sur le principe, on peut être d'accord avec ça, on l'est même, quand on est GDD, ça ne nous fait jamais de mal de revoir un peu tout ça. Mais nous, on a vu, enfin, dans l'Aude en tout cas, et vous nous direz certainement si ça a été la même chose sur vos territoires, un certain nombre d'éléments très techniques, des rappels réglementaires, des procédures, des outils, des bonnes pratiques, peu, mais on en a eu quand même. Alors tout ça est utile, personne ne remet en cause la nécessité de sécuriser les pratiques, c'est pas le sujet. Il y a un point important, on nous explique très bien le comment faire. En revanche, il ne dit rien, enfin ce séminaire ne dit pas sur dans quelles conditions on doit faire notre métier.
Il n'y a rien sur la charge de travail réelle, il n'y a rien sur les difficultés liées aux outils, il n'y a rien sur les tensions avec les usagers, hein, puisqu'on a vu des réglementations se durcir au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est les usagers qui en pâtissent dans un premier temps, et en second temps, ceux qui donnent l'information à ces demandeurs d'emploi, donc en l'occurrence les GDD, nous. On ne nous parle pas non plus du manque d'effectifs ou les organisations mises en place pour tenir face à toutes ces actions mises en place. Et c'est précisément là que se situe le décalage, à mon sens, sur ce séminaire. Parce que, vous voyez, on ne nous donne pas la parole une fois de plus. On l'a vu sur le webinaire, hein, je reprends un peu, sur le webinaire national, on l'a vu sur le COMEX, et même sur les séminaires qui sont censés être centrés sur nous, on aborde que des points très techniques, des redites en plus. On a eu très peu de nouveautés et très peu sur nous, comment on voit le métier aujourd'hui. Et je trouve ça un peu dommage. On trouve ça un peu dommage, je pense. Ouais, notre réalité, c'est comment appréhende-t-on notre travail, notre métier avec les outils informatiques mis à notre disposition et les moyens humains qui ne sont pas en rapport avec la charge de travail. Et ça, c'est dommage. Voilà le constat qu'on a pu faire, nous, au sein de la FSU Emploi. Je redonne la parole. Je crois que c'est Alex. Ouais. Alex, pardon. On va vous présenter du coup un petit peu plus dans le détail, on va dire, tout ce qui est informatique lié à la feuille de route que Christelle vous a exposée tout à l'heure. Et vous verrez que dans la sémantique, il y a une évolution, c'est que on parle très peu d'expérimentation désormais, on parle de tests. Et vous verrez sur la diapositive là on vous passe en grand écran, c'est que du coup les tests sont toujours concluants, ce qui est fort étonnant, hein, parce que du coup on pourrait se dire qu'on n'a pas trop bien dimensionné les choses, sauf que du coup tout réussit et tout est déployé de façon très linéaire dans les agences. Mais par contre, ce qui nous interroge hein, au demeurant, c'est quelles informations on en a, nous, dans le réseau. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est sur un test qui a été réussi, qui est généralisé, dont la généralisation est en cours, dont chacune et chacun avait eu du coup le privilège, entre guillemets, hein, bien évidemment, de le constater sans le savoir. C'est du coup la généralisation de l'IA sur la reconnaissance des AE et des bulletins de salaire. Et donc, cet outil-là qui était en test concluant pour la direction, est généralisé dans le réseau sans qu'aucun personnel de l'indemnisation soit informé. Sauf que cette généralisation, en l'occurrence, pose une problématique certaine sur l'exercice des missions et la relation avec les demandeuses et demandeurs d'emploi. C'est parce qu'il y a plein de problèmes au quotidien. Donc ça, on va l'aborder, hein. Mais du coup, vous le voyez au quotidien, vous avez un demandeur d'emploi qui va venir à l'accueil pour télécharger les bulletins de salaire que vous lui demandez. Il va les télécharger sur le scanner, l'IA va les repérer, mais au lieu de vous les mettre dans votre AEP pour les traiter, ils ne vont pas apparaître. Donc, il va falloir être informé que le demandeur d'emploi a bien fait ce que vous lui demandiez. Donc, il va sûrement vous téléphoner ou vous envoyer un CVM en disant « Pop, 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 pourquoi mon cri adoré n'a pas fait son taf alors que moi j'ai fait le mien ?» Et vous allez vous rendre compte que sur la GED, il y a bien les BS et que donc vous pouvez du coup maintenant traiter le dossier, sauf que dans votre AEP, vous n'aurez rien vu. Et donc ça, pour nous, c'est un problème. C'est que ça a été découvert au fil de l'eau quand c'est arrivé en région Occitanie, sans que personne en informe les personnels du coup directement concernés. C'est passé complètement à l'as. Et nous avons l'outrecuidance de notre direction régionale, en l'occurrence Monsieur Merlot, qui dit en CSE, ah ben écoutez, je ne savais pas, je vais me renseigner. Et ça, pour nous, ça pose un problème quand même de confiance et de plus largement de considération du personnel de l'indemnisation au sein de notre établissement, qu'il soit national ou bien régional. Donc, vous voyez sur le document que nous avons bon nombre quand même de tests qui sont déployés sur l'indemnisation. Donc, on a toujours à peu près quand même les mêmes tests, hein. On est sur les TP, vous voyez bien qu'on ne révolutionne pas non plus, sauf peut-être sur les paiements par carte bancaire, sur des TPE en agence. Bon, ça, on attend de voir, hein. On voit bien que là, par contre, ce test est toujours en cours et on
Pour le coup, celui-là, on ne sait pas s'il sera concluant ou pas, mais ça peut quand même interroger sur les questions quand même d'ARUM et d'accueil en agence. Mais après, vous voyez bien qu'on est du coup sur des tests clôturés en 2025 qui sont généralisés. Nous avons là des tests qui sont en cours et qui vont arriver progressivement dans le réseau. Et nous avons les tests à venir du coup d'ici la fin de l'année, notamment sur l'actualisation qui va évoluer. Et ça, je pense qu'on pourra peut-être vous donner quelques informations si vous ne les avez pas encore eues. Voilà. Donc, vous voyez bien que ces tests sont articulés autour des 4 items que Christelle vous a présentés, avec toujours cette même logique. On ne fait pas la même chose France entière, on expérimente un peu à droite, à gauche, à la façon du puzzle, et après, derrière, on déroule tout le monde. Ce qui évite, en fait, pour la direction, d'avoir des remontées qui seraient trop négatives de façon généralisée et qui, après, se corrigent. Sauf qu'on sait très bien que, du coup, maintenant, on a des versions SI qui sont de plus en plus régulières, voire tous les mois, pour compenser tout ce qui n'a pas été pensé suffisamment, parce qu'on ne prend plus le temps d'interroger les professionnels et que nous sommes pour nous demander de quoi on aurait besoin ou les frictions qu'on pourrait avoir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au quotidien, on n'a pas l'impression de gagner réellement en gain, on va dire, d'efficience, comme ça a été noté. Nous, au quotidien, je pense que les agents d'indemnisation ne le mesurent pas forcément. Voilà. On va poursuivre, du coup. Du coup, sur la prochaine diapo qui déploie un petit peu plus la feuille de route avec les différents items et un petit peu la temporalité. Voilà. Du coup, sur la temporalité, donc on voit bien qu'on a des échéances 3 mois, 6 mois et 12 mois. On ne va pas rentrer dans le détail, on va peut-être s'arrêter sur une donnée qui nous interroge par rapport à l'établissement, c'est la baisse de 20% que vous voyez du coup sur la dernière colonne, qui dit du coup que la charge de travail des agents indemnisation sur le côté administratif et technique va baisser de 20% grâce à l'automatisation. Et en fait, quand on regarde dans le rétroviseur, en 2016, on nous a vendu un accord GPEC qui nous disait que les emplois de l'indemnisation étaient en décroissance. Et on leur a dit à cette époque-là que nous, on ne voyait pas la décroissance des agents indemnisation. Bon, force est de constater qu'on n'avait pas tort et qu'on avait plutôt grandement raison. Il n'y a pas eu du coup une baisse des activités, on voit bien une complexification au contraire des activités. Et 10 ans après, on dit exactement la même chose. Au quotidien, quand Nicolas fait son travail d'agent GDD ou quand nous, on va les visiter ou quand nous, placement, on est aux côtés de nos collègues indemnisation, on voit bien qu'ils n'ont pas moins de boulot. Moi, je ne connais pas un agent indemnisation qui vient au travail le matin et qui se dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. A priori, le nombre d'attentes, on ne peut pas dire qu'il soit à 0. On voit bien qu'il y a toujours des pièces à traiter et qu'au contraire, le temps nécessaire à réparer les fautes de l'automatisation devient de plus en plus important et chronophage. Donc, du coup, on met en doute les gains d'efficience qui sont demandés et qui sont mis en avant par l'établissement pour dire qu'aujourd'hui, sur la situation indemnisation, finalement, en région Occitanie, ça va pas si mal que ça. Voilà. Donc, ça, c'est un des pièges sur lequel nous, on appuie grandement sur cette feuille de route. C'est du coup que tout est basé sur un argument marketing qui est l'automatisation et l'IA sont l'avenir de l'indemnisation, ce en quoi on ne croit pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, vous avez détaillé, mais ça, c'est un support, enfin des diapos que vous pourrez retrouver. Donc, on les tient bien évidemment à votre disposition. Après, on va développer tout ce qui va être TP et le travail d'écrit. Mais encore une fois, le travail d'écrit, comme l'a dit Nicolas précédemment, c'est pas exactement ça qu'on attend, nous, en termes d'accompagnement des conseillers référents indemnisation. Oui, alors quelques mots simplement pour vous dire que qu'est-ce qui est recherché finalement? C'est des gains financiers derrière, puisqu'on a bien vu que l'air est plutôt à la récession et à l'économie à tout bout de champ. Donc là aussi, sur l'indemnisation, on cherche à faire des économies. Alors, on nous parle en interne de gains d'efficience. Les gains d'efficience qui nous sont proposés par le biais de l'intelligence artificielle, on y reviendra tout à l'heure en lien avec la question qui est posée dans le chat, mais c'est vraiment 10 minutes sur tel ou tel acte professionnel qui sont censés non pas être reportés sur une suppression de poste, ou en tout cas, c'est pas ce que dit la direction. Elle dit que c'est censé ensuite être redéployé
pour des activités à plus forte plus-value, par exemple, le conseiller référent indemnisation avec la proactivité et le fait de pouvoir anticiper justement les renouvellements de droits mais on voit bien quand même que ce qui est recherché à ce stade, c'est d'aller rechercher des gains financiers en parallèle. Et sur ces gains financiers, on parle de quoi? Ben, on parle de 38 milliards d'euros d'indemnités qui sont versés par France Travail, avec 3 millions environ de demandeurs d'emploi indemnisés et 2,1 milliards de trop perçus. Il faut agir sur les trop perçus. Voilà, c'est clairement l'objectif de la direction. En 2025, il y a eu un gain sur tous les volets, donc sur le volet conformité des traitements de demande d'allocation, il y a eu un gain effectif de 96,1%. Il y a eu aussi un gain sur les trop perçus versés avec une baisse de 0,23 points des trop perçus versés. Mais l'ambition quand même de la direction est encore de les diminuer. Et de les diminuer comment? Ben, notamment par le biais de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Le taux de recouvrement, pareil, des trop perçus à 12 mois a baissé, enfin en tout cas a été plus pertinent en 2025, mais il faut encore l'augmenter en 2026 et ça va être les indicateurs sur lesquels vont être calculés notamment la prime d'intéressement qui concerne finalement toutes et tous dans les métiers de l'indemnisation. L'ambition de France Travail, donc annoncée, c'est de garantir le bon versement de l'indemnité et de sécuriser les parcours des chercheurs d'emploi. La réalité, c'est que c'est rechercher des économies partout où ce sera possible. Les principaux leviers de cette recherche, ce sera accélérer le recouvrement des trop perçus avec ce dont parlait Alexandra tout à l'heure, notamment les TPE sur site. Bon, ça, on va voir quand même comment ça va se passer. On attend avec vous justement de pouvoir en échanger au fil de l'eau parce qu'on pense, enfin nous en tout cas, on alerte sur des difficultés qui vont se poser notamment en termes de tension, parce que il y aura des situations qui vont être extrêmement complexes. On voit aussi que les dossiers traités sont de plus en plus complexes avec des situations financières qui sont de plus en plus difficiles. Et donc, on n'a pas de doute sur les tensions que ça va générer et l'impact sur les conditions de travail au quotidien. Les tests sur de nouvelles pistes plus structurantes, donc ça va être le décalage de date, soit sur le versement de l'indemnité, soit sur l'actualisation. Donc ça, c'est pareil, c'est des tests qui sont en cours. Et puis, ben, évidemment, le grand dada, la lutte contre les fraudes, puisque on pense pas nous en tout cas, mais dans le cadre de la loi plein emploi, l'idée, c'est quand même aussi d'aller lutter contre la fraude sociale, aux prestations sociales et les allocations font partie de ce qui est dans le viseur. Alors, il y a eu un gros boulot qui a été fait vis-à-vis des transfrontaliers, notamment dans la région Grand Est, où beaucoup de contrôles ont été faits pour vérifier les sommes versées, à qui, comment, etc. et tenter de récupérer de la manne financière de ce point de vue-là. Pour Occitanie, mais Nicolas en parlera mieux que moi tout à l'heure, ça va se situer aux alentours de la fraude à la résidence. Voilà, donc on va en reparler bien sûr. Et pour la direction, les conditions de réussite pour garantir le meilleur droit, mais en réalité récupérer aussi le plus de trop perçus possible et verser au mieux et au plus serré, c'est l'augmentation de la dématérialisation, bien sûr, la modernisation du système d'information, donc ça, c'est le nombre de CRI, bien sûr, autour de ça, puisque la question se pose finalement des effectifs, sur lequel, comme on ne veut pas répondre à cette question des effectifs, ben, on répond par automatisation, dématérialisation, en disant, vous allez voir, ayez confiance, tout va bien se passer, et ça va permettre comme ça d'avoir des gains d'efficience suffisants pour que tout le monde soit très à l'aise pour faire son travail. Personne n'est dupe, vous les premiers, nous non plus d'ailleurs, et on sera très vigilants sur ce sujet. Voilà. Pour revenir là, par rapport à ce que dit Christelle sur le nombre de CRI, de conseillers référents indemnisation avec la cible de l'établissement. Pour information, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez sur les agences, on est bien d'accord avec vous. Mais la direction, pour elle, on est bien suffisant. Et au contraire,
les agents GDD sont beaucoup trop nombreux en agence, c'est bien connu. Et donc, dans le cadre du dernier opéra national qui est paru, il a été dit que la région Occitanie avait trop d'agents GDD. Donc, c'est pour ça que sur la dernière BDE qui a été publiée en région, il y a si peu de postes de conseillers indemnisation. Voilà. Donc, sachez qu'en agence, en fait, quand vous dites que vous n'en pouvez plus, que vous avez beaucoup trop d'attentes, en fait, c'est pas vrai. La direction considère que pour vous, tout baigne. Voilà. Donc, bien évidemment, nous, on pense que c'est pas le cas, mais on pose aussi une autre question à l'établissement, c'est la problématique de ne pas diffuser de poste de conseiller indemnisation sur la BDE, ce qui est une discrimination pour les agents GDD quant à leur désir de mobilité, parce qu'au final, quand il n'y a pas d'offres qui sont déposées, on empêche, y compris celles et ceux qui sont déjà en CDI, de pouvoir changer d'air et d'aller pouvoir travailler sur une autre agence de leur choix. Et ça, c'est un vrai sujet du coup d'atteinte aux droits. Voilà. Et juste pour une petite information, vous savez qu'au départ, alors pour celles et ceux qui sont un peu anciens, parce que ça remonte, hein, quand les CRI ont été déployés, la DG s'était engagée à dire un portefeuille CRI, 700 maximum, ça passe. Bon, alors vous savez, il ne faut jamais croire les promesses de nos dirigeants, parce que généralement, ils se plantent tout le temps. Bon, pour le coup, pour l'indemnisation, ils se sont plantés aussi, parce que nous avons du coup les derniers chiffres des portefeuilles moyens sur les agents indemnisation, et on voit qu'on a quand même beaucoup de portefeuilles qui dépassent les 1000 demandeurs d'emploi. Donc, on est très loin de la promesse de l'établissement. Et donc, pour nous, en Occitanie, mais France entière, on dit qu'il n'y a pas un personnel de trop à France Travail et qu'au contraire, on doit pouvoir renforcer les équipes indemnisation pour à la fois améliorer les conditions de travail des personnels, mais aussi améliorer les conditions de délivrance des services vis-à-vis des demandeuses et demandeurs d'emploi. Voilà. Sur cette lutte, justement, par rapport à cette atteinte au droit à la mobilité, on y reviendra tout à l'heure. Sachez que la FSU Emploi a mis en place une application nationale qui permet de mettre son désir de mobilité de sorte à utiliser un des systèmes qui permet de contourner la problématique, qui est notamment la permutation, et permet à chacune et à chacun qui souhaite bouger de positionner son souhait, de dire d'où il vient, où il voudrait aller, de sorte justement à switcher avec des collègues de même niveau d'emploi, ce qui permet justement de, en tout cas, on essaye au niveau de la FSU Emploi de contourner un peu la difficulté et de vous aider à restaurer vos droits à la mobilité, puisque l'établissement, lui, n'y pourvoit pas. Et Nico, sur la fraude. La fraude, ouais, rapidement, parce que bon, vous en avez déjà bien parlé et il n'y a pas beaucoup à ajouter, puisque comme beaucoup de sujets, le problème dans notre établissement tout de même, c'est qu'on a des effets d'annonce comme ça, comme l'a fait le DRA lors du COMEX, où on nous dit bon, on va travailler sur la fraude à la résidence. Bon, ok, très bien. En cherchant un peu et très rapidement, on s'est aperçu que la fraude à la résidence, ça représente 0,36% des allocations versées, enfin, en trop, hein, on va bien sur la fraude, 0,36%. Donc, on s'attaque à une partie de la fraude qui est pertinente ou pas, je vous laisse seul juge. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait? Qui va faire quoi? Jusqu'où on doit aller? Donc, on a compris le service fraude, ok, donc en DR. Ensuite, les plateformes vont accompagner également et les référents en agence. Bon, il nous a été annoncé aussi en CSE que les référents fraude allaient être mieux accompagnés. Comment faire pire, j'ai envie de vous dire, vu le niveau de l'accompagnement actuel. Heureusement qu'il nous le précise, parce que sinon, on aurait eu encore plus peur que actuellement. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus à rajouter sur la fraude à la résidence, parce que c'est tout neuf. Je vous dis, les informations, elles sont pas encore descendues précisément en agence. Et encore une fois, si vous en avez, vous, de votre côté, n'hésitez pas à les donner dans le chat, savoir si vous avez eu quelques infos sur vos agences. Peut-être à ce stade, sur la première partie, si vous avez des questions, on peut y répondre. Alors dans le chat, il y a eu la question autour de l'efficience et l'IA. C'est le chapitre qu'on va aborder là juste derrière, feuille de route et indemnisation et intelligence artificielle. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à demander la parole.
Sinon, on va peut-être enchaîner sur le sujet. Sur feuille de route, indemnisation et intelligence artificielle, juste vous présenter quand même l'architecture de l'intelligence artificielle au sein de France Travail. Il faut savoir qu'il y a plusieurs milliards qui ont été mis sur la table par notre direction à un moment où elle nous dit qu'elle n'a pas suffisamment de deniers pour embaucher. Et ben, elle en trouve suffisamment quand même pour développer de l'intelligence artificielle et notamment des produits maison, donc ChatFT entre autres, qui est une architecture globale qui comprend beaucoup d'applications différentes et d'implications différentes dans les différents champs des différentes dominantes de nos métiers. L'idée étant, alors, avouée par la direction d'avoir un outil qui est à notre main et qui permette d'éviter les fuites de données. Bon, on a vu quand même que ça marche pas super bien vu les trous dans la raquette qu'on a eu ces derniers temps, mais n'empêche, ce qui nous est dit, c'est que le produit maison a été conçu de sorte à ne pas diffuser les éléments à l'extérieur et notamment dans des plateformes type chat GPT qui étaient soi-disant utilisées de façon fréquente par les collègues. Donc, l'utilisation de chat France Travail et de notre produit donc va irriguer toutes les dominantes avec au niveau de l'accompagnement et des CDDE, un certain nombre d'applis. On a ChatFT Écoute, comme mentionné sur la frise, QualifFT, Conseil perso, ChatFT et MatchFT. Donc ça, c'est sur les offres de formation. Ça va être utilisé aussi pour faire du rappro et pour utiliser les nouveaux espaces personnels, voire même pour faire le diagnostic socio-pro. Au niveau de l'entreprise, on a aussi un développement d'un certain nombre d'applications avec ChatFT, là encore, qui va donner des infos générales sur la génération des offres et les dédoublonnages au niveau des offres d'emploi. QualifFT, qui est du côté de l'entreprise avec la mise en place, là, c'est du rappro clairement avec des chats qui sont mis en place vis-à-vis des candidats potentiels sur les offres d'emploi pour arriver à sérier les profils de candidats les plus à même de répondre aux offres. On a Néo sur les infos entreprises qui vont permettre de mettre à jour les données entreprises et ChatFT Écoute qui, comme pour la demande d'emploi, va pouvoir être branché pour suite à un échange qui serait oral avec une entreprise ou avec un demandeur d'emploi pour sa version dirigée vis-à-vis des demandeurs d'emploi, pourrait ensuite synthétiser l'entretien en quelques lignes qui rentrent dans les conclusions et proposer derrière des plans d'action. Sur la partie indemnisation, c'est Nicolas qui va faire la présentation des différents outils. Pas grand-chose pour l'indemnisation. Et même ce qui est mis en place, donc là, on voit sur le document, on voit très bien Néo, donc la priorisation des activités CRI, indemnisation, très bien, et MatchFT sur les trop perçus. OK. Qu'est-ce que ça va nous apporter? On voit déjà, on nous conseille d'aller sur ChatFT pour trouver plus facilement nos sources réglementaires, pour avoir des réponses à nos CVM, pour répondre quand c'est un peu trop compliqué ou quand c'est pas un peu trop compliqué, je m'exprime mal. Je pense que quand c'est une explication complexe à donner aux demandeurs d'emploi, je ne sais pas si vous avez si vous en avez fait l'expérience. Moi, je l'ai fait en tout cas. Ça donne pas grand-chose, voire rien du tout. Ce que nous propose surtout ChatFT, c'est de nous rendre sur Buddy et de chercher les sources réglementaires correspondant à nos questions. Bon, ben, on n'avait pas besoin de ChatFT en fait, hein. On s'en aperçoit, et ça très rapidement. Alors, du côté direction, on nous dit que c'est normal, c'est le début, ça va aller mieux plus tard. Seulement, ça fait un certain temps que ça a déjà commencé et on ne voit pas d'amélioration. La Néo et la priorisation. Alors, c'est un peu une nébuleuse dans le sens où la plupart des agents et agentes GDD savent prioriser tout de même leur travail au quotidien parce que
soit ça fait un moment qu'on est là et on sait de quoi on parle, soit on est rentré il y a très peu de temps et on est accompagné pour pouvoir prioriser nos activités, que ce soit par nos collègues, nos référents métiers ou encore nos responsables d'équipe. Donc l'établissement, lui, table beaucoup sur l'intelligence artificielle. Nous, on préférerait tabler sur la cohésion d'équipe, sur l'accompagnement par nos ELD et par nos collègues, par nos tuteurs et nos sources réglementaires, j'ai envie de les appeler comme ça. On en a tous en agence et on s'accompagne les uns les autres pour être performants. Et quand je dis performant, c'est au sens de bien travailler ensemble et de rendre le service à l'usager et l'usagère. Donc, on préfère s'appuyer là-dessus plutôt que sur une IA qui en est au balbutiement chez France Travail et qui nous apporte pas grand-chose, pour ne pas dire rien, en gain de temps, en tout cas. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions sur l'intelligence artificielle et où, pour partager votre expérience, n'hésitez pas de mettre un commentaire dans le chat, hein. Alors là, on va rentrer un petit peu dans et la FSU, en tant que première organisation syndicale représentant les personnels, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on ne reste pas silencieux, hein, bien au contraire, je crois qu'on nous entend beaucoup en instance, que ce soit au CSE, au CESEC, avec Christelle particulièrement, mais aussi avec les représentants de proximité. L'indemnisation est au cœur de toutes nos interventions, nos questionnements, comme tout autre métier qui est présent au sein de notre établissement. Donc, comme on l'a déroulé, hein, on a bon nombre de préoccupations, d'inquiétudes sur l'indemnisation. Pourquoi? Mais parce que vous le dites, et nous l'avons fait remarquer à la direction régionale lors du CSE du mois de janvier, c'est que les résultats du fameux baromètre dont vous avez actuellement la nouvelle campagne sont quand même assez inquiétants. Et donc, les résultats d'octobre 2025 montrent que 44% des CRI estiment avoir une charge de travail trop importante. Donc, ce à quoi on répond à l'établissement, que fait la direction pour répondre à quand même quasiment la majorité des personnels qui disent avoir une charge trop importante. On ne dit pas importante, trop importante en fonction des moyens qui sont alloués. Et là, la direction, bien évidemment, ne peut rien amener comme réponse parce que sa seule réponse, c'est vous êtes trop nombreux, il n'y a pas de poste diffusé. Voilà. On voit aussi que l'indice d'engagement des personnels de l'indemnisation lors du baromètre sont en constante baisse, et notamment la motivation, mais surtout la reconnaissance. Mais que dire là avec une feuille de route et un webinaire où on parle à peine de l'indemnisation, ou du coup un COMEX où on nous annonce qu'on a MAP Info alors que l'outil s'appelle MAP Indemnisation? Quand même, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que ne pas savoir comment s'appelle l'outil principal qui est déployé auprès des personnels, c'est quand même, pour nous en tout cas, une forme, l'erreur est humaine, hein, mais ça peut s'apparenter quand même à une sorte de mépris, parce qu'on ne s'intéresse pas suffisamment dans le fond du dossier à ce que vivent les agents de l'indemnisation, et nous, ça nous interpelle. Voilà. Et on voit aussi que les collègues indemnisation font remonter dans ce baromètre l'insatisfaction par rapport au SI. Combien d'instabilité? Christelle le disait en propos introductif, on a encore aujourd'hui quand même sur des paiements, les paiements qui ne partent pas. Alors ça, c'est une situation ultime, mais combien de fois on a l'outil informatique qui bloque, on a AEP qui ne marche pas, l'AGET qui ne marche pas, enfin bref, la catastrophe au quotidien qui fait qu'on est empêché de réaliser son travail. Voilà. Donc ça, c'est des questionnements qui nous interpellent et qui ne vont pas dans le bon sens. Mais quelle réponse amène l'établissement et nous, qu'est-ce qu'on peut amener? On a essayé d'illustrer du coup une réponse concrète et un irritant du quotidien, c'est les sésames. Les sésames, depuis que cet outil a remplacé l'API, tout le monde dit que ça ne va pas. Donc, on l'a dit, on l'a redit, on le redit. Sésame n'est pas un outil adapté à l'activité des indemnisations particulièrement. Donc, on a fait bon nombre de propositions et l'établissement, à chaque fois, nous dit « Ah bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ». Sauf que ça ne se concrétise pas. Et donc, nous, on a demandé quand c'est que concrètement ça allait évoluer. On vous a mis du coup en mémoire qu'en juillet 2025, on avait l'engagement de la direction de la mutualisation des questions-réponses Sésame au-delà de la FAQ, de la fameuse foire aux questions qui, bien évidemment, est le sésame, entre guillemets, pour tout. Nous sommes du coup 9 mois après. Donc, on a le temps pour une femme d'accoucher d'un bébé, qu'on n'a toujours pas accouché d'une réponse opérationnelle pour les agents d'indemnisation. Donc là aussi, qu'est-ce que l'établissement attend? Voilà, ça c'est du concret, ça c'est la réalité du travail au quotidien.
Et ça, vous voyez bien, la direction se fronte est dans le mur. Alors nous, en CSE, en CESEC, bien évidemment, on remet ça constamment sur l'ouvrage parce que c'est pour nous essentiel d'avoir des réponses concrètes. Voilà, ça c'est le quotidien de travail et pour nous c'est un incontournable et on continue de le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on échange avec vous aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à Nicolas pour aborder d'autres points. Ouais, parce que juste pour finir, enfin, sur Sésame, on voit en agence le problème quand on n'a pas la réponse réglementaire que l'on cherche. On voit très bien eh bien, qu'il faut avoir un référent métier qui soit disponible. Donc, préparer la question, ou alors le référent métier, s'il est assez expert aussi, pourra faire cette question, l'envoyer par Sésame. Après les délais de traitement du PIAR qui sont sous l'eau, puisque eh ben, eux aussi, on a réduit leur effectif. Et en plus, ils sont sollicités de toutes parts avec la réglementation qui est en constante évolution. On nous a parlé à un moment donné en CSE d'une fenêtre de tir pour mettre en place les différentes évolutions. La fenêtre de tir, nous, on ne l'a jamais vue. Hein. Depuis 2020, pour parler que de ça, même avant la réglementation 2019, évidemment, et puis depuis le Covid, on a vu que ça s'est accéléré et qu'on a pris des rafales de réglementation successivement. Et bon, bah, ça ne nous a pas aidé. Donc, on nous enlève notre API, on lui met du sésame, et donc le PIAR sont submergés, donc les temps de réponse, c'est toujours pareil, ça augmente, et du coup, nous, pour répondre à l'usagère ou l'usager, eh ben forcément, ça prend plus de temps et ça nous met en difficulté, là où avant, API, hein, tout était archivé et on pouvait avoir une réponse en 2 minutes. J'exagère un petit peu parce qu'il y a un peu plus de recherche que ça, mais effectivement, on avait la dispo et l'historique des questions posées et des réponses surtout du PIAR. On va donc, comme le disait Alexandra, on va changer de registre. On va parler de la question de la répartition de la charge de travail et de l'organisation de l'activité. Donc, des sites ont une mutualisation téléphonique. Je lis tout simplement le document, hein, vous pouvez le lire avec moi, ou d'attendre planifié avec un binôme trinôme d'agences pour permettre des réunions, des développements de savoir. Cependant, on voit apparaître une mutualisation comme organisation, un mode organisationnel de l'activité pour pallier à des carences, donc la surcharge du travail liée à des absences, une récurrence de mutualisation qui doit alerter sur un accompagnement plus en profondeur sur ce qui ne fonctionne pas ou tout simplement sur le manque d'effectifs des équipes GDD. De plus, la mutualisation ne peut se circonscrire à la mutualisation téléphonique, car les organisations sont différentes par site, ce qui engendre des surcharges derrière, avec par exemple des fiches escalades. Ça reprend quoi, ce que je viens de dire? Ça reprend qu'on constate qu'en agence, aujourd'hui, c'est presque la règle d'avoir des mutualisations pour pallier l'absence ou… Alors, l'absence des collègues, ce n'est pas le problème, hein, c'est pas le cœur du problème. Le problème, c'est l'organisation qu'on met derrière. Je m'explique. Quand un agent n'est pas là, en agence, si l'organisation est bien faite, le travail doit rester dans son agence. À l'exception, on peut demander un coup de main aux agences de son territoire. C'est ce qui a été fait d'ailleurs au début de la mutualisation. Aujourd'hui, vous le constatez certainement chez vous, on a toujours les mêmes agences qui reviennent en mutualisation téléphonique. Parfois, on nous donne des activités aussi de ces agences-là dans AEP. Mais pourquoi cela? Est-ce que l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui dans ces agences-là est correcte? Est-ce qu'il y a eu des réponses de la direction départementale et de la direction régionale concernant les problématiques de ces agences-là qui ont besoin de cette mutualisation téléphonique et ou d'activités de prise en compte d'activités? C'est en ça que ça devient vraiment une problématique, hein. Et donc, nous, on a besoin de clarifier quels sont les critères qui amènent à déclencher des mutualisations. Par département, on a besoin d'avoir un état des lieux des mutualisations faites pour chacun des sites sur les 2 dernières années avec les motifs. C'est important d'avoir les motifs. On se doute que ce n'est pas de la complaisance, mais on aimerait comprendre et savoir quelle organisation
et de rigueur quand une situation se présente dans une agence. Et comment la direction s'assure que ces dispositifs ne deviennent pas un mode de régulation permanent de la surcharge de travail. Ça, c'est important aussi de le savoir. Pourquoi, enfin, je redis la même chose, hein, pourquoi on fonctionne comme ça. Ensuite, on va donc, oui, pardon. La FSU Emploi propose de mettre en place de la mutualisation physique en DD, par exemple. Ça s'était déjà vu, on le faisait auparavant il y a quelques années. On se rejoignait en DD pour traiter des dossiers sur tout le territoire. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire en gestion de AEP avec un appui des CMDT. Donc GDD, pour permettre d'avancer sur les dossiers, avoir une collégialité, remettant technicité collective en avant, ce qui redonnerait sens et confiance aux équipes et qui permettrait une meilleure satisfaction des usagers. Vous vous rendez compte, rien qu'avec cette phrase, comment on améliore notre travail? C'est une proposition qui est quand même assez simple et surtout facile à mettre en place puisqu'on sait le faire, on l'a déjà fait. Maintenant, on attend aussi les réponses de la direction face à ces propositions-là. Ensuite, donc l'impact de certains outils ou évolutions techniques sur l'activité quotidienne. L'outil P2A, par exemple, est présenté comme un outil de pilotage de l'activité, mais selon les retours que vous nous faites, les conseillers référents indemnisation et par là même mon expérience également. Alors d'une part, il n'est pas à jour. De pouvoir prioriser avec ce document, est-ce que c'est très ergonomique comme outil? J'en suis pas certain et en tout cas, c'est pas le retour que j'ai des collègues GDD que j'ai visités en tout cas. Ce qui conduit donc les agents à continuer de s'appuyer sur les outils de production habituels. C'est là où je voulais en venir. On garde nos habitudes avec des vieux outils qui fonctionnent pas plus mal que les nouveaux finalement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la direction évalue l'impact réel des outils, donc MAP indemnisation, P2A, donc le nouveau NEO, sur l'activité des agents et qu'il y ait des chiffres réels. Comment elle s'assure que le déploiement de ces nouveaux outils ne génère pas de charges supplémentaires ou de perte de visibilité dans le suivi des dossiers? Bon, bah là, tout est dit, hein. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Encore 2 petits éléments sur des luttes que mène la FSU au quotidien, la FSU Emploi Occitanie sur la question de l'indemnisation. D'abord sur l'impact des outils et des évolutions techniques sur l'activité au quotidien. On s'aperçoit que l'automatisation et la mise en place de l'intelligence artificielle sur un certain nombre d'outils vous procure plus de charges finalement que de gains d'efficacité. On s'aperçoit par exemple en ce moment qu'il y a un certain nombre de documents qui, dès lors qu'ils sont déposés par le demandeur d'emploi, avec le traitement automatique par l'intelligence artificielle, remontent dans la GED comme étant traités sans aucune alerte pour le conseiller qui est en charge du dossier, ce qui procure des situations à la fois de tension et de crispation, mais aussi un inconfort évident pour le quotidien de travail. Quelles sont les demandes de la FSU Emploi Occitanie sur ces sujets-là? Elles sont simples d'évaluer les outils et la baisse de charge réelle ou pas. Alexandra en a parlé très bien tout à l'heure, les fameux 20% de gains grâce à l'automatisation et les impacts détaillés de cette automatisation sur les conditions de travail. En fait, ce qu'on veut, clairement, c'est un état des lieux. Dernière chose sur laquelle, dernière chose, non, pas la dernière, mais l'une de celles sur lesquelles on fait un gros travail aussi en ce moment, on s'aperçoit que entre les différences d'informations et les différents partenaires qui sont mis en place avec un flux de données qui remontent dans les bases de données, on peut se retrouver, par exemple, avec des situations de bénéficiaires du RSA qui reçoivent un courrier indiquant qu'il leur reste des droits potentiels, et ce, alors même qu'ils sont démissionnaires. Sauf que pour les mêmes situations, un demandeur d'emploi qui est indemnisé par France Travail, lui, sera rejeté, puisque en cas de démission,
on n'est pas restauré dans ses droits, ou alors après la commission, je ne vous la fais pas, vous la connaissez mieux que moi. Ça génère évidemment des ruptures d'égalité, des ruptures d'équité. Ça génère bien sûr des situations de tension à l'accueil. On connaît aussi la situation là aujourd'hui avec le paiement qui n'est pas parti, qui fait que là c'est pareil, c'est de l'automatisation, qui fait que demain matin, des demandeurs d'emploi vont se présenter à l'accueil de façon légitime, mais en tout cas en situation difficile, et à qui on va dire on peut vous donner une attestation et le paiement il sera en date de valeur au 7. Bon, voilà. La FSU a une proposition qui est très simple pour éviter ce genre de situation et pour éviter de vous surexposer, puisque c'est votre nom qui est mis dans le dossier des usagères et des usagers, pour éviter de vous surexposer à ce risque de tension à l'accueil, c'est une anonymisation des dossiers. Ce sur quoi la direction nous répond non, ce n'est pas possible réglementairement. Nous avons une proposition qui est efficace, qui est effective, qui fonctionne dans d'autres administrations, et on l'apportera à la fois au niveau du CSE et aussi au niveau du CSEC pour faire entendre cette possibilité et préserver les personnels, parce qu'on estime que ça fait partie pleinement de nos missions. Voilà, notre heure de commune touche à sa fin. On vous remercie bien sûr de l'avoir tenu avec nous. N'hésitez pas à nous poser encore, il nous reste encore 3-4 minutes. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. On va vous renvoyer aussi sur notre application dont on vous a parlé précédemment, l'application de la FSU Emploi, qui a une page spécifique pour l'Occitanie et qui répond à beaucoup de vos interrogations, qui peut aussi vous permettre de nous contacter directement pour si vous avez des questions, si vous souhaitez être contacté, si vous souhaitez échanger avec nous. Donc, je laisse la parole à Nicolas et Alexandra, peut-être pour le mot de la fin, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à contacter bien évidemment la FSU, comme le disait Christelle. Vous avez des interlocutrices et interlocuteurs de proximité, ce sont vos représentants de proximité, qui sont vos premiers avocates et avocats du quotidien. C'est elles et eux qui peuvent faire remonter votre vécu. Et je vous assure que ce qui est noté dans les rapports que font les représentants de proximité de la FSU, ça porte de la voix et ça permet après au CSE et au CESEC de vous faire parler au-delà du baromètre qui n'est qu'un thermomètre. Voilà, mais ça permet de dire des mots, de porter votre voix réellement au quotidien. Et ça, c'est quand même hyper important. Voilà. Ouais, merci à toutes et à tous d'avoir de nous avoir regardés et d'avoir participé à cette HMI. En effet, ça nous tenait à cœur de parler des GDD parce qu'encore une fois, je pense que, enfin, je vais peut-être pas être objectif, mais on a besoin de nous pour fonctionner. Tout le monde, on a besoin de tout le monde, mais nous, on nous voit jamais, on parle jamais de nous, et nous, on voulait donner de la visibilité à ce métier qui est évidemment indispensable pour le bon fonctionnement de France Travail. Donc, merci à toutes et à tous, et à bientôt sur vos sites. Et n'hésitez pas à venir aux réunions qu'organise la FSU Emploi à travers la région Occitanie. Tous les départements peuvent se réunir et on est bien entendu heureux et heureuse de vous recevoir et que vous puissiez participer à nos échanges et enrichir nos réflexions aussi, parce que nos propositions naissent des échanges que nous avons avec vous, de parler du travail et de pouvoir se dire comment on pourrait améliorer telle et telle chose. Et plein de petites évolutions notamment avec les CVM sur le téléchargement des pièces, etc., sont nées parce que nous avons échangé avec vous, on a parlé boulot et on a fait des propositions et elles ont été entendues par la direction. Et c'est comme ça qu'on améliore aussi notre quotidien. C'est parce que la FSU ne dit pas non à tout, elle dit non, mais on a quelque chose à vous proposer. Ça, c'est notre force. Et notre force, elle vient aussi de vous et d'être à vos côtés au quotidien. Voilà. On va vous proposer par la suite et dans les prochaines semaines d'autres rendez-vous comme cela, spécifiques à l'indemnisation, et vous proposer d'échanger avec nous si vous le souhaitez. Et si vous ne souhaitez pas, vous recevrez un mail, vous nous direz simplement que vous ne souhaitez pas, de sorte à justement construire des propositions qui vous ressemblent et qui permettent de solutionner vos difficultés au quotidien et le faire avec vous et à vos côtés. Voilà, on vous remercie. Merci à vous. Bonne journée.